Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Histoire de guide. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur les petites histoires de guide et je vais vous parler d'un homme qui s'est brûlé les ailes en fréquentant de trop près le roi Soleil. Ouais bon j'avoue je suis quand même un peu fière pour celle-là. Vous le savez peut-être déjà, ma profession c'est d'être guide conférencière et quand je fais visiter le domaine de Versailles, il y a une anecdote qui revient souvent sur le tapis et elle se passe à Vaux-le-Vicomte. C'est celle de Fouquet et de sa sublime fête organisée le 17 août 1661 à Vaux-le-Vicomte et qui aurait sonné le glas de celui-ci. En effet, Louis XIV aurait été jaloux de tant de splendeur et sur un coup d'énervement, il aurait demandé l'arrestation de Nicolas Fouquet. Alors, quel est le lien entre Versailles, Nicolas Fouquet, Vaux-le-Vicomte? Eh bien, nous verrons tout cela dans cette vidéo, je vous le promets. Mais remontons un petit peu le temps pour voir comment cette anecdote est née et comment elle s'est modifiée au fil des siècles. Nicolas Fouquet est né en 1615 dans une famille de parlementaires assez aisé, on va dire, et il est reçu très tôt au Parlement de Paris en tant qu'avocat, il a 16 ans. Oui, enfin, on va relativiser, il faut savoir quand même qu'à cette époque-là, on entre très tôt dans la vie active. Il n'empêche que c'est un homme intelligent, audacieux et fidèle à la royauté. Il va donc avoir une ascension sociale rapide. En 1653, le cardinal Mazarin va le nommer surintendant des finances. La fortune de Fouquet n'est pas pour rien dans cette décision et vous allez vite comprendre pourquoi. Il faut savoir qu'à l'époque, personne n'ose traiter avec le roi directement car tout le monde pensait qu'il ne pouvait pas rembourser. Fouquet était donc parfait pour le poste. Il maîtrisait le droit, ce qui rassurait les financiers. Étant riche, il pouvait s'engager à rembourser les créanciers avec son argent en cas de défaillance royale et surtout c'était un très bon orateur. Il était capable de faire avaler n'importe quoi à n'importe qui. Vous l'avez compris, Fouquet s'impose d'année en année comme étant l'un des personnages les plus importants de l'État et en plus, il faut savoir qu'il est sous la protection de Mazarin et la protection de la mère de Louis XIV qui est Anne d'Autriche. Le 9 mars 1661, le cardinal Mazarin meurt à Vincennes. La charge de Premier ministre de l'État devient alors vacante et là, on a notre Fouquet qui s'imagine qu'il peut prendre sa place. Mais c'était sans compter sur Jean-Baptiste Colbert, un autre conseiller du roi qui n'avait eu de cesse de couvrir les détournements de l'argent du trésor de Mazarin. Colbert, c'est ce qu'on pourrait appeler l'homme de confiance de Mazarin et lorsque Fouquet commence à pointer le bout de son nez pour la charge de Premier ministre, Colbert, vous imaginez bien, va s'y opposer farouchement. Il ira même jusqu'à laisser entendre que Fouquet s'adonne à une gestion désastreuse des ressources du royaume et ce, au détriment du roi. Là, on imagine que ça commence un peu à bouillir pour Louis XIV. Et à la mort de Mazarin, il va décider de supprimer le poste de Premier ministre pour couper l'herbe sous le pied à Fouquet et l'empêcher d'accéder à ce poste justement. En fait, il abonde de plus en plus dans le sens de Colbert et les suspicions du roi vont être alimentées sans cesse par des preuves écrites que Colbert fournira à celui-ci. Il faut savoir que Fouquet pense que la crise d'autorité du roi, on parle du moment où il se donne tous les pouvoirs et où voit arriver la monarchie absolue, qu'on soit d'accord, et bien que cette crise ne serait que passagère et sa plus grande erreur fut d'avoir continué à présenter des comptes falsifiés au roi. Pendant ce temps-là, dans l'ombre, Colbert consigne tout et ces preuves sont celles qu'il présentera au roi dans l'idée d'un futur procès. Les preuves de malversation obtenues, Colbert a encore deux obstacles à surmonter pour faire tomber Fouquet. Le premier, c'est que Fouquet a aussi la charge de procureur général au Parlement de Paris et donc il n'est justifiable que devant ce Parlement qui à l'époque est une institution judiciaire entre ce qu'on connaît aujourd'hui comme Conseil d'État et notre Cour de cassation. Le deuxième obstacle, c'est que Fouquet est sous la protection d'Anne d'Autriche, rappelez-vous, la mère de Louis XIV. Colbert va donc liquider petit à petit les deux obstacles. D'abord, il incite Fouquet à vendre sa charge de procureur au roi et il monte la duchesse de Chevreuse contre Fouquet. Et là, coup de maître, devinez de qui la duchesse de Chevreuse est l'amie? Eh bien oui, c'est Anne d'Autriche. Maintenant que vous avez un peu le contexte dans lequel évoluait Nicolas Fouquet à ce moment-là,
Parlons du château de Vaux-le-Vicomte. D'ailleurs, petit aparté, ça m'intéresserait de savoir qui a déjà visité ce château, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à inscrire un petit commentaire pour me donner vos avis. Si vous ne l'avez jamais visité, ça vaut vraiment le détour. En février 1641, Nicolas Fouquet achète un château en mauvais état à Vaux-le-Vicomte, qui est situé à mi-chemin entre les résidences royales de Vincennes et Fontainebleau. Il dépense 4 millions de livres entre les réquisitions de terres, les constructions, etc. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on chiffrerait cela en dizaines de millions d'euros. C'est Louis Le Vau qui se chargea de la construction du château. Pour les jardins, on fit appel à l'architecte paysagiste André Le Nôtre. C'est le nôtre, mais si vous préférez prendre le vôtre... Non, on n'a qu'à prendre le vôtre. Parfait. Alors? C'est qui? Et pour tout ce qui était mobilier, statues, tapisseries et décors, c'est Charles Lebrun qui s'occupa de la mission. Ces 3 personnes vous disent quelque chose? En fait, c'est là qu'est le rapport avec Versailles, puisque Louis XIV fit également appel à ces artistes de renom pour se charger de la transformation du relais de chasse de son père Louis XIII, qui deviendra plus tard le fameux château de Versailles. Attention cependant aux raccourcis historiographiques un peu romantiques. Il faut savoir que ces artistes travaillent depuis de nombreuses années pour la monarchie, ce qui veut dire qu'en fait Louis XIV ne va pas piquer ces artistes pour faire son Versailles à la suite de la fameuse fête dont on va parler qu'a organisée Fouquet. Cette fête du 17 août 1661 ne sera pas la cause de la chute du surintendant des finances, la décision a été prise bien avant cela, le 4 mai. À un moment, Louis XIV a l'impression de se faire avoir par Fouquet, car il lui dit qu'il va revenir à une gestion plus saine des finances, mais en fait, il continue exactement comme avant. Vous pouvez lire tout cela dans les mémoires de Louis XIV, si vous le voulez. Quant à la fête, c'est bien simple. Encore aujourd'hui, elle est considérée par les historiens comme faisant partie des fêtes les plus somptueuses jamais organisées. Le programme, jet d'eau, promenade, souper, comédie et feux d'artifice grandioses. Le faste déployé lors de cet événement a sûrement dû irriter un peu le roi, c'est sûr. En tout cas, un certain Voltaire écrira à ce propos: le 17 août à 6h, Fouquet était le roi de France. À 2h du matin, il n'était plus rien. Et c'est bien ce qui va marquer l'histoire. La fête de Vaux-le-Vicomte, c'est la fête de trop. Mais bon, ça restera malgré tout qu'une petite goutte d'eau dans toute cette histoire. C'est le jour de son 23e anniversaire que Louis XIV passera à l'action. Le 5 septembre 1661, Fouquet est arrêté par D'Artagnan après un conseil des ministres ayant eu lieu à Nantes dans le château des Ducs de Bretagne. Et oui, Louis XIV avait décidé d'éloigner Fouquet de Paris pour mieux lui tomber dessus. Il va d'ailleurs donner un prétexte un peu bidon pour déplacer toute sa cour. Oui, je vais aller présider les États de Bretagne, blablabla. Bref, Fouquet est arrêté et emprisonné quelque temps au château d'Angers et sa femme est exilée à Limoges. Il est transféré à Amboise le 1er décembre, puis au donjon de Vincennes au premier étage, où il a une chambre assez vaste, meublée avec les affaires de sa demeure de Saint-Mandé, qui est située non loin de là. Son procès dure 3 ans. Fouquet est accusé de péculat, ce qui est ni plus ni moins que du détournement de fonds, si vous vous posez la question, et de crime de lèse-majesté, parce qu'il achète l'île-dieu, il fait fortifier et armer Belle-Île, et en plus, il a le culot d'offrir de l'argent à Louise de la Vallière, qui est quand même la maîtresse du roi. Et autant vous dire que tout ça, mis bout à bout, ça passe moyen. Lors du procès de Nicolas Fouquet, on s'aperçoit qu'il y a eu des falsifications au niveau des preuves. C'est un brillant orateur, on l'a vu, et il montre parfois l'absurdité des torts qu'on lui donne, et on finit par se demander si on n'est pas devant un coup monté. Le procès est scandaleux, on parle de subornation de témoins, d'intimidation, de pression sur les juges. Pour vous donner une idée, Colbert avait peuplé la chambre de ses amis. Tout était organisé pour obtenir la tête de Fouquet. Finalement, le bannissement est décrété, Fouquet évite la mort. On sait d'ailleurs que 13 juges sur 22 ont voté pour le bannissement et seulement 9 ont voté pour la mort. Le roi est furieux. Il va exercer le droit de grâce qui peut évidemment gracier une personne mais aussi alourdir une peine, ce qui est le cas ici puisque Louis XIV va condamner Fouquet à la prison à perpétuité à la forteresse de Pignerol en Italie du Nord. Et c'est le 23 mars 1680
que Fouquet va mourir au donjon de Pignerol, soit 19 ans après son arrestation et aussi le jour de mon anniversaire. Wouhou! Enfin, du coup, c'est plutôt moi qui suis née le jour de sa mort. Pour conclure tout ça, on peut dire que cette fameuse fête de Vaux-le-Vicomte du 17 août 1661 organisée par Nicolas Fouquet n'a rien arrangé pour lui, ça c'est sûr. Mais c'est pas un élément déclencheur et c'est sûrement pas à cause de cette fête que Louis XIV va décider d'arrêter son surintendant des finances. En fait, c'était déjà fichu d'avance pour lui. En tout cas, j'espère que cette petite mise au point sur la destinée de Nicolas Fouquet vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications si vous souhaitez être averti lors des prochaines publications. Merci d'avoir regardé Histoire de Guide et à très vite!